C'est lui, c'est Rocketeer! Tu les auras, petit. 1982, Dave Stevens, talentueux dessinateur et scénariste, va créer un personnage fascinant et fantasme racontant l'histoire du jeune Cliff Secord, un acrobate aérien faisant des shows avec son avion. L'histoire commence en 1938 et va découvrir un prototype de fusée dorsale que des gangsters ont volé à l'armée et s'en servir pour devenir le Rocketeer. Il sera aidé par sa petite amie, très inspirée de Betty Page, mais ici écrite avec IE à la fin, et inquiété par Lothar, le méchant du deuxième cycle. Le Rocketeer est inspiré du serial King of Rocketmen de 1949. Nous fascine par son mélange des genres, pulp, serial, aventure, érotisme, avec un dessin parfait tout en étant un fabuleux hommage, comme le film au vieil Hollywood. La série va recevoir 2 Jack Kirby Awards, celui du meilleur dessinateur en 1985 et du meilleur album en 1986. Avant de mourir en 2008 d'une leucémie, alors qu'il n'a que 52 ans, Dave Stevens donne son accord pour que paraissent en un seul volume toutes les aventures de son héros. L'édition de luxe est quasiment immédiatement épuisée. Et c'est ainsi qu'en 1991, Disney va donner son feu vert et son accord pour l'adaptation cinématographique de l'œuvre, avec peu de changements et un profond respect de l'œuvre originale pour nous donner un film d'aventure très réussi. Les scénaristes, Danny Bilson et Paul DeMeo, on peut compter William Deere qui est crédité parce qu'il devait réaliser le film au départ mais sans succès, viennent de la série B et créeront la très bonne série The Flash et vont quelque peu de façon très intelligente ancrer l'histoire de manière réaliste en y incluant un méchant ultra charismatique, une sorte d'Errol Flynn, acteur des années 30-40, spécialisé dans les films d'aventure, qui va être joué par Timothy Dalton, qui s'appelle délicieusement Neville Sinclair et travaille en secret pour les nazis. Dieu tout-puissant, Sir Reginald, nul autre que lui. Ainsi que rajouter Howard Hughes, qui était passionné d'aviation et de cinéma, millionnaire très connu, et dans le film, inventeur de la fusée dorsale de notre héros. Alors il pouvait vraiment voler. Cette fusée est volée par un gangster, Eddie Valentine, qui n'oublie pas d'être patriote, et récupérée par Cliff et son ami Peavy Peabody, mécanicien, qui vont s'approprier la fusée et essayer de la maîtriser. La réalisation va être confiée à Joe Johnston, ancien spécialiste des effets spéciaux chez ILM, la société créée par George Lucas, et sort juste de son premier film en tant que réalisateur pour la firme aux grandes oreilles Disney, Chérie, j'ai rétréci les gosses, qui donne un bon film familial aux effets très réussis. Vu le succès, il en faut peu pour que les exécutifs lui redonnent un projet beaucoup plus ambitieux, ici avec 35 millions de dollars de budget, et ce sera ses aventures de Rocketeer qui malheureusement sera un semi-échec avec seulement 46 millions de recettes et 564 000 entrées en France, pas de quoi rougir, mais qui va empêcher Johnston de conclure sa trilogie du héros qu'il avait prévue. Le film deviendra de plus en plus culte avec le temps, mais reste oublié encore par trop de gens. Johnston donnera plusieurs films qui resteront cultes auprès de beaucoup, avec son Jumanji, le Jurassic Park 3 court mais efficace, un Wolfman à voir en Director's Cut sur le Blu-ray et un Captain America First Avenger où l'on y retrouve justement cet esprit Rocketeer, cher au réalisateur, et que je trouvais ma foi fort divertissant. Un homme a perdu la vie pour rapporter ça d'Allemagne. Un nouveau départ. Le réalisateur va aller jusqu'à nous montrer, lors d'une confrontation très positive avec Howard Hughes, un dessin animé magnifiquement réalisé de propagande nazie, vantant son armée de Rocketmen, pensant pouvoir voler le prototype.
c'est Mark Dindal, animateur de chez Disney, qui va nous donner ce pur joyau d'animation qui fait frissonner et nous replonge dans les films de propagande nazie de l'époque en quelques secondes. Dave Stevens va entretenir des liens étroits avec la production, il est lui-même coproducteur et surtout les scénaristes afin que son personnage ne soit jamais dénaturé, et Joe Johnston n'a qu'à suivre les cases de la BD extrêmement détaillées pour mieux créer l'ambiance de son film. Les décors sont aussi fabuleux, dont le Bulldog Café inspiré d'un restaurant de Los Angeles encore ouvert dans les années 90 et qui fut construit dans les années 20, bar-restaurant favori des pilotes, ou le South Sea Club, refuge people pour les méchants. N'oublions pas les costumes de Marilyn Vance, star des années 80-90 sur son terrain ici, pour avoir habillé les blockbusters de l'époque aux étoffes variées et classes. Un vrai travail qui va demander de la recherche et même utiliser des tissus retrouvés dans de vieux entrepôts ou des chutes de tissus ayant été laissés à l'abandon. Bonsoir les vieux. Bonsoir Clark. Le Rocketeer aura un casque en fibre de verre avec son aileron en bois et dû être imposé au patron de Disney qui le trouvait très daté, ce qui pour Dave Stevens était impensable. Le terrain d'aviation et le hangar seront fabriqués de toutes pièces, vastes et authentiques, et sera construit à Santa Maria, à 250 km de Los Angeles, et tout va s'articuler en fonction des plans et du soleil pour filmer le tout. Bien sûr, un héros comme le Rocketeer s'avole, et qui mieux qu'Industrial Light and Magic peut rendre cela sans problème. Le film débute avec Cliff pilotant un GB, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on a vraiment l'impression que Billy Campbell pilote l'engin, et pour cause. Il était bien à bord, mais l'équipe va construire 2 faux cockpits de plus, un pour le caméraman derrière le vrai, et cela fonctionne à merveille pour l'illusion, d'autant que les manettes sont couplées pour donner l'impression que l'acteur sait ce qu'il fait. Bien sûr, de nombreuses répliques en miniature sont réalisées et utilisées, parfois à même le plateau, et une marionnette du Rocketeer pour les scènes de vol de loin, tellement réaliste que Disney et les boss furent très impressionnés alors qu'ils n'y croyaient pas une seconde. À noter aussi de très beaux matte paintings de Los Angeles la nuit par exemple et de ses environs. Des vols en effets visuels obligatoires après que des essais par câble sous un hélicoptère avec un cascadeur suspendu et un vol à l'horizontale fut abandonné. La vitesse rendue n'étant pas celle que Joe Johnston voulait, mais qui sera gardée sur certains plans, comme celui où le héros passe au-dessus de la tribune. 45 cm, c'est donc la taille de Cliff dans les airs, manipulée par ILM et avec à leur tête le maître Ken Ralston et les directives d'un réalisateur qui évidemment connaît aussi ce métier. Ce fut tellement bien fait que cela va accélérer le tournage puisqu'ILM va même enchaîner des plans plus proches que ce qui était prévu et évite ainsi un tournage éprouvant devant un fond bleu avec cascadeur. Un travail minutieux sur le costume de la marionnette et des ampoules fixées sur les tuyères afin de pouvoir incruster plus facilement les flammes après. Ce sera une animation image par image parfaitement utilisée et appropriée et qui va donner au film ce je ne sais quoi, bon enfin si je sais, mais ce petit truc années 80 qui aide aussi à aimer ce Rocketeer, plus que de raison, pire, on en redemande. La séquence de sauvetage de Malcolm, par exemple, lors du meeting aérien, fut la séquence la plus compliquée du film avec marionnette, écran bleu, cascade en direct et images numérisées pour retirer les câbles visibles à l'écran. On pense au premier Superman de Richard Donner qui nous foutait des frissons. Ici c'est pareil, un premier vol qui comporte 21 plans d'animation, image par image, soit les 2 tiers des plans de marionnettes du film. Bien sûr, qui dit film d'aventure et effets spéciaux exige un final à la hauteur, c'est le cas, avec de multiples combats sur un zeppelin qui va finir dans une explosion extraordinaire, du jamais vu. 2 zeppelins furent construits, un pour les déplacements, le plus petit, 3 mètres, et un très grand de 10 mètres pour l'explosion finale, mais dont ils ne pourront construire qu'un seul modèle. Fallait pas se rater. Bien sûr, la séquence fut ratée, et il dut recommencer à zéro seulement 10 semaines avant la sortie du film. Comme quoi, quand on veut, on peut. Une partie en grandeur nature permettra de filmer les scènes avec les acteurs.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Amène-toi, allez, viens m'aider. Non, Cliff, non. On n'a pas fait assez d'essais. Johnny Depp sera le premier acteur à être envisagé pour jouer le rôle du héros Cliff Secord, mais les producteurs trouvent qu'il n'a pas l'innocence et la vulnérabilité que va exprimer son remplaçant Billy Campbell. Mais certains disent que le refus vient de Depp. On ne le saura peut-être jamais. Bon, Edouard en main d'argent de Tim Burton donnera tort au producteur, mais Campbell ne va pas non plus faillir à la tâche, au contraire, et se plonger dans le personnage et l'époque en écoutant du Glenn Miller pendant ses pauses. Parce que si jamais il t'arrivait quoi que ce soit, j'en serais tellement malheureux que je deviendrais fou. C'est ici son premier grand rôle à 32 ans, c'est pas jeune, et enchaînera directement avec le Dracula de Coppola en cow-boy amoureux de Mina. C'est à la télévision qu'il sera finalement dans son élément et connaîtra certains succès, comme sur la série de Michael Mann, Les Incorruptibles de Chicago, Deuxième Chance, un mélo au personnage très bien écrit, Les Chroniques de San Francisco, Les 4400 de 2017 à 2020, et il est parfait en détective cardinal de la série du nom du héros. Où est votre doublure pour les cascades? Je fais moi-même mes cascades. Les héros, il les joue très bien, fougueux et romantique, et sera engagé par audition alors qu'il joue au théâtre La Mégère apprivoisée. Il a les cheveux longs et une barbe, et il va être disqualifié direct. Mais Johnny Depp n'ayant pas été retenu, son agent lui fait repasser l'audition, rasé de près et cheveux courts, Cliff Secord est né. Un héros normal, moyen, pas un Batman par exemple, et va mettre beaucoup de temps à devenir justement ce personnage, puisqu'il est souvent égoïste, naïf, voire impulsif, sans voir les gens autour de lui, et ne pas donner l'amour qu'attend sa Jenny, jusqu'à ce que sa fusée dorsale, une fois sur le dos, lui donne les moyens de changer. Jamais je ne verrai le paradis d'aussi près, monsieur Hughes. Enfin, peut-être que si. L'acteur aura 5-6 modèles de fusées dorsales différentes, 2 en métal dont une pouvait cracher les flammes et l'autre très détaillée pour les plans sur une table ou autre, et pas mal en fibre de verre pour que l'acteur puisse se mouvoir sans problème. Et enfin une dernière avec un parachute dedans pour le cascadeur, le portant lors de la chute de l'avion. Tout est programmé, aucun danger. Et en général, l'engin pesait dans les 22 kg pour la version en métal. C'est Bernard Gabet à la voix française. You are lots of fun. Have a good mind to spank you, then thank Lequel est-ce? Et j'ai ri de tous les obsédés nostalgiques des femmes à la Betty Page. Betty dans la BD est souvent dessinée de manière à ce que le jeune enfant ressente des choses en se demandant qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Les plus adultes fantasmant sur du bondage SM façon années 40. Vous vous doutez bien que la firme Disney ne voit pas le personnage d'un bon oeil, et c'est celui qui sera le plus changé à l'écriture, même si le choix de Jennifer Connelly pour jouer donc ici Jenny est une grande idée. L'actrice ayant la possibilité de réunir par son physique toutes les sensations érotomanes possibles sans la mettre dans des tenues ou situations comme le faisait Dave Stevens. Oh mon Dieu. Sinclair, die Kennungsnummer bitte sofort. Neville Sinclair est Un quoi? Le glamour remplace l'érotisme, mais l'actrice étant ce qu'elle est, cela passe de la meilleure des façons. Sherilyn Fenn, Diane Lane et même Elizabeth McGovern furent un temps envisagées, mais Jennifer a vraiment le visage fait pour ces années-là, il n'y a qu'à revoir Dark City d'Alex Proyas pour s'en convaincre. Elle et notre héros sont très crédibles en couple, puisque dans la vie, Billy Campbell et notre chère Jennifer vont se faire quelques bisous. Bien sûr, Neville Sinclair va user de ses charmes pour essayer de la ken, mais c'est sans compter sur la ténacité de la jeune femme et l'amour qu'elle porte à Cliff. Pour Jennifer Connelly, elle n'est ici que la petite amie du héros. Certes, ce film n'est qu'une étape dans sa vie professionnelle. Elle va regarder des serials pour s'imprégner du jeu des actrices d'alors, mais est consciente que ce n'est pas le rôle de sa vie, mais un mal nécessaire pour progresser, et passe un temps considérable à lire des scripts qui lui conviennent, quitte à rester sur des films indépendants et rater les blockbusters. Reste qu'elle joue toujours parfaitement bien, et sa danse avec Neville Sinclair, Timothy Dalton, reste un des grands moments du film que les acteurs devront répéter très longtemps. N'ayant pas du tout la même façon de suivre le rythme et le tempo de la musique. Emmanuel Bondeville la double ici. Que de vedettes de cinéma, de nightclub. Normal, c'est son boulot. Mais elle n'est pas amoureuse de Rodolphe Valentino. Elle est amoureuse de toi. Peavy, notre mécanicien maison qui va aider son ami Cliff à réussir à voler sur la fusée, est interprété par le regretté Alan Arkin qui nous a quittés en 2023. Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Little Miss Sunshine en 2006, il est toujours très bon et capable de changer de rôle sans aucun problème. Et l'aileron que vous avez fixé sur le casque, ça c'est vraiment du génie. Oh,
c'est rien du tout, Howard. C'est un des principes de l'aviation. Hein. Il est certes le complice du héros, peu présent au final, mais dont on se rappelle, comme tous ses rôles d'ailleurs, et notamment celui du tueur face à la pauvre Audrey Hepburn, aveugle dans Le Seul de la nuit de Terence Hughes, joue dans Sherlock Holmes Attaque l'Orient Express de Herbert Ross, père de Winona Ryder dans Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, excellent dans Glengarry de James Foley, incarne un policier traquant Ethan Hawke dans le film de science-fiction dystopique Gattaca d'Andrew Niccol, et de 2018 à 2019 va incarner dans les 2 premières saisons de la série La méthode Kominsky sur Netflix, l'agent du coach pour acteur campé par Michael Douglas. Bref, une filmographie somptueuse et avec à la voix française Henri Virlogeux. Un espion, saboteur, un fasciste. Tout cela à la fois, oui. Grand méchant du film après avoir été un 007 adoré aujourd'hui, Timothy Dalton incarne avec un charme dingue cet acteur de l'âge d'or qui va se révéler être une pire ordure travaillant avec les nazis, Neville Sinclair. 13 années 30 et pour cause, la classe de l'acteur, sa maison, sa façon d'être, tout bouffe l'écran quand il est là. C'est chouette de bosser pour un nazi, Eddie. Hein? Il vous paye en dollars ou en Deutschmark? Le personnage est un espion préparant une offensive allemande contre les États-Unis, un réel méchant d'époque qui fait plaisir tout du long. Je ne suis pas un menteur. Je suis un acteur. À la fin du film, Neville va s'écraser sur les 4 dernières lettres du panneau Hollywood Land, à l'époque, les détruisant. Bon, en réalité, ces 4 mêmes lettres n'ont été retirées qu'en 1949, soit 11 ans après l'action du film, lors de la réhabilitation du panneau, mais quel putain de bon gag. On ne présente plus l'acteur et c'est sa voix française absolument géniale composée par Edgar Givry qui le double. Ah, je t'en prie, Eddie. Je te paie royalement. Quelle importance pour qui je travaille. C'est important pour moi. Eddie Valentine est joué par le grand et regretté Paul Sorvino, gangster qui veut la fusée mais qui va me rendre hystérique de bonheur lorsque lors du final, voyant que sans le savoir il bossait pour les nazis, va déclarer « Je magouille, j'enfreins la loi mais je suis américain à 100%. » Sûrement que c'est pas l'honnêteté qui me tuera, mais je suis 100% américain. Et je bosse pas pour un nazi de mes deux. Avant de rejoindre les héros et la police sur le combat final. Un grand moment de bonheur. Un acteur inoubliable pour un nombre de rôles fous et papa de Mira Sorvino, actrice elle aussi. La chasse de William Friedkin, Dick Tracy de Warren Beatty, Les Affranchis de Martin Scorsese, Nixon d'Oliver Stone, Roméo et Juliette de Baz Luhrmann et tant d'autres films et séries télévisées dans sa carrière très fournie. Il est formidable ici en méchant que l'on va se prendre à aimer sur le final et il est doublé par Jacques Deschamps. Dans le rôle de Lothar, grand méchant de la bande dessinée d'origine, c'est ici Ronald Taylor qui va jouer le personnage, mais en le changeant en tueur froid, une brute 2,16 m, taille de l'acteur, et maquillé par le talentueux Rick Baker pour qu'il ressemble à Rondo Hatton, un acteur atteint d'une acromégalie, lui causant une déformation du visage. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est quoi? La roquette. Embauché par Hollywood pour son physique particulier et qui tournera pendant sa courte carrière de 1927 à 1946 dans des films de série B, notamment des films d'horreur qui feront de lui une icône du genre. Le maquillage va être appliqué sur le front, les paupières, le menton et les oreilles, et c'est Greg Nelson qui va s'en charger. Mais Baker fut déçu du résultat, trouvant que cela ressemblait trop à un masque un peu rigide. Taylor est parfait ici et nous fait même frissonner dans ses meurtres particuliers. Il plie carrément les gens en deux et nous donne cette impression de force implacable et invincible. L'acteur a joué dans Police Squad et Y a-t-il un flic pour sauver la reine? On ne voit jamais son visage. J'ai créé la Cirrus X3, la roquette miniature. On l'a volée dans mon laboratoire. Howard Hughes, richissime entrepreneur, producteur aux rumeurs douteuses, amant aux nombreuses conquêtes et fou d'aviation, il est ici le créateur de la fusée du Rocketeer et va, lors de sa rencontre avec notre héros, poser les bases des enjeux du film de poursuite contre des gangsters à risque de guerre totale. J'aimerais vraiment savoir une chose. Ça vous faisait quoi d'utiliser ma roquette et de planer comme un diable dans les cieux?
C'est Terry O'Quinn qui le joue très bien, presque trop bien, puisque son image restera pour moi le visage cinématographique de Hughes longtemps. Ancien garde du corps et boxeur, il va se tourner vers le cinéma et la télévision et sera remarqué dans le Beau-Père 1 et 2, avec de Joseph Ruben pour le premier et Jeff Burr pour le deuxième, Peur bleue de Daniel Attias, Young Guns de Christopher Kane, la série FMX Files dans des rôles différents, Millennium, Lost les disparus en John Locke et tant d'autres encore. Le grand Roland Ménard et sa voix française. Envoyez une note de frais à Oncle Sam, vous aurez peut-être de la chance. Oui, et ça prendra quoi? 6 mois? Un an, mais nous on vivait de cet avion. Alors nous avons plein de grands acteurs qui font des petits rôles comme Ed Lauter qui est l'agent Fitch, avec la voix de Pascal Renouix en France, un bonheur. Ça va, arrête. Ce connard me démolit le portrait, toi tu le laisses filer. T'as peut-être eu ce que tu mérites. Acteur là aussi très connu et à la filmographie folle. Ça vaut rien. Allez, Bigelow, trouvez-nous un nom. Appelons-le Rocketeer. Comme le John Polito hilarant, responsable du meeting aérien qui ne comprend rien à ce qui se passe lors de la première apparition du Rocketeer. Tout est programmé, aucun danger. Doublé par Roger Dumont et qui va finir plié en deux. Meeting aérien où Malcolm décide de piloter l'avion avant de se retrouver dans les pommes, joué par Eddie Jones. Il s'est replié comme un cerf-volant en touchant la piste. Et on croyait déjà que Cliff était cuit, surtout qu'il y avait le feu à bord. Hein? Il est le Jonathan Kent de la série Lois et Clark, avec la voix de Jean-Luc Kaiser. Eh ben, il est peut-être temps de chercher un boulot stable. William Sanderson en Skids, un mécanicien que l'on n'oubliera jamais en Sébastien dans le Blade Runner de Ridley Scott. Clint Howard, frère de Ron Howard en Mark, qui a joué dans les films de son frère et de nombreuses séries B que nous avons nous connues dans la série Mon ami Ben et qui n'apparaît que 4 secondes à l'écran, on se demande bien pourquoi. Mais Laura Harding qui chante dans le cabaret superbe et vue en femme décédée de Monk, maîtresse du président des États-Unis, incarnée par Jan Ackman dans Les Pleins Pouvoirs 2 et avec Clint Eastwood. Si vous voulez rien consommer, je dois vous demander de quitter ce café. Bon, on va commander une seconde. Et n'oublions pas Millie, jouée par Margot Martindale, qui tient le Bulldog Café et amie de nos héros, elle aussi possédant une grande filmographie. C'est bon, démarre. Allez-y, tirez. C'est le regretté James Horner qui va nous livrer une très belle partition traditionnelle et classique dans l'aventure, mais au thème répété pendant l'intégralité du film, et dont l'écoute sur CD n'est jamais redondante, bien au contraire. Un orchestre enjoué et brillant, comme la musique, et bien sûr héroïque obligatoire, des films d'aventure tant appréciés. Le méchant a son thème, bien sûr, et un love theme pour la relation Cliff et Jenny. Bon, certains remarqueront la ressemblance entre le thème principal et la musique de l'étoffe des héros de Bill Conti. Déjà, sur Chérie, j'ai rétréci les gosses, il avait copié John Williams, ce qui avait posé de réels problèmes, mais là, ça passe mieux en effet. On pense aussi à la musique du film Le Meilleur de Randy Newman, mais rien de grave, et c'est vraiment un bonheur de musique à écouter pendant la vision ou sur CD. Des morceaux d'action sublimes et bien gérés, le thème passe de discret au piano à cuivre frénétique et des cordes bien trempées. Le mystère et l'espionnage seront réservés au moment comportant le personnage de Neville Sinclair. Les morceaux d'action et d'aventure sont très longs et jouissifs, comme les scènes, et le résultat est probant en nous faisant penser parfois à sa musique envoûtante pour Star Trek 2, La colère de Khan. Il est temps de s'en aller! De son thème très beau aux envolées, c'est le cas de le dire, de la musique, au souffle aventureux magnifié par un orchestre parfait, l'album d'époque très bien construit chez Hollywood Records va nous satisfaire au plus haut point et la version complète chez Intrada, qui sortira en 2016, nous fera retrouver plus de mélodies qui filent la banane comme le film. On se fout carrément des soi-disant idées recyclées, la musique de Rocketeer est un bonheur d'écoute, le compositeur nous manque, certes, quand l'on écoute ce genre de musique comme son Mask of Zorro, simplement hallucinant. A noter que cette version complète sera remasterisée en 2020. Bref, une musique à découvrir, à posséder et à écouter. Sturmabteilung!
Un film donc réussi et surtout qui gagne le pari du divertissement promis où les scènes d'action se succèdent avec un réel bonheur et nous présente une galerie de personnages, des gentils aux méchants, très bien écrits, charismatiques, endiables, tous interprétés par des acteurs qui n'ont rien à prouver, si ce n'est le héros parce qu'il est jeune, et équilibrés, c'est rare, alors il faut le dire. Un film que l'on pourrait qualifier de purement familial, mais il est loin de n'être que cela. Rocketeer est un pur film d'aventure, mélangeant les genres pour aboutir à un grand moment de cinéma qui, s'il avait marché comme le voulait Disney, aurait pu donner une belle franchise comme les 3 Indiana Jones ou autres héros. Tim Burton nous avait donné son Batman en 89, Warren Beatty son Dick Tracy qui ne donnera pas les chiffres voulus à Disney en 90, et un an après ce Rocketeer de rêve qui n'aboutira malheureusement pas non plus. Rétro et glamour, les aventures de Rocketeer devraient être montrées à tous les gosses et adultes qui aiment l'aventure, dont aucun des protagonistes n'en est vraiment le héros, puisque c'est le film qui l'est, dans son entièreté, des costumes au décor, des acteurs aux effets. C'est un des rares films complets où tout est admirable, sans que personne jamais ne prenne le pas sur un autre, avec des cascades tournées à même leur studio, oui bien sûr quelques effets optiques. C'était ça. Une série animée pour les plus jeunes sortira pour 22 épisodes de 2019 à 2020, mais c'est vraiment pour les plus petits. Joe Johnston avait régalé le monde en tant que fan de voltige en aidant à créer la superbe et fameuse poursuite entre les astéroïdes de l'Empire contre-attaque d'Irving Kershner. Rien d'étonnant qu'ici tout le film ne soit qu'une gigantesque montagne russe où il prend littéralement son pied à jouer avec ses personnages et avec nous spectateurs, où le suspense est roi, l'action sa reine et le film un royaume de bonheur dans une reconstitution des années 30 imparable. Un réalisateur qui semble vouloir nous en donner plus, il n'en aura malheureusement pas la possibilité, mais nous donne un film fleuve, un film qui restera à jamais comme une réussite stylistique et à la narration imparable et surtout une grande maîtrise de son sujet. Tout dans le film est exactement comme je l'avais imaginé, va affirmer Dave Stevens, considérant sincèrement, et à raison, que Rocketeer est une des meilleures adaptations de bande dessinée jamais réalisée. C'est tellement difficile et révèle souvent de la gageure, mais ici l'esprit de l'œuvre est là sur le fond et sur la forme. Une réussite donc incontestable que certains trouveront trop classique dans la forme, je suis tellement triste pour eux, ce sont des pisse froids, et un bon gros 8 sur 6 pour moi, pour un plaisir de visionnage à chaque fois, et dont on attend encore un Blu-ray et un 4K en France, mais qui est disponible sur Disney+. Voilà, je voulais parler du Rocketeer depuis longtemps, mais j'attendais d'être hypé de fou, et voilà, j'avais envie de le revoir, c'était parti. J'attends bien sûr vos commentaires pour qu'on puisse en débattre, hein. Vous avez une version plus longue sur Patreon, puisque Disney oblige, les extraits sont raccourcis ici. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche, et je vous dis à bientôt pour du lourd, bye bye. Clifford, viens un peu regarder ça.